Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de quoi? Eh bien pour parler Formule 1, on continue avec les débriefs Formule 1 de cette fin de saison et on continue avec Red Bull désormais. Alors comme je l'avais dit je crois pour la première vidéo Alfa Romeo, mais si vous ne l'avez pas regardé du côté de Red Bull, je m'occupe du cas d'Alexander Albon, Toro Rosso, je m'occuperai du cas de Pierre Gasly. Voilà. Saison du côté de Red Bull plutôt bonne, troisième avec 417 points, c'est moins 2 points par rapport à l'année précédente. Le niveau du classement c'est similaire, 2 pôles, 3 victoires, 9 podiums et 14 sur 20 du côté de Red Bull. Très bonne saison parce que pour moi elle est au-delà de mes espérances. Quand j'ai vu l'année dernière Red Bull aller chez Honda, tout le monde avait dit la saison 2018 de Toro Rosso avec Honda elle est exceptionnelle. Fallait rappeler qu'ils avaient fini 9e du championnat Toro Rosso, donc c'était exceptionnel. Il fallait relativiser quand même plutôt pas mal. Il y avait eu des bons moments, par exemple Bahreïn, et puis des moments plus compliqués. Alors après, c'est vrai que du côté de chez Toro Rosso, il y avait eu aussi Brandon Hartley qui avait pas marqué énormément de points en 2018. Au-delà des espérances, parce que pour moi le moteur Honda a quand même beaucoup progressé par rapport à l'année précédente et je m'attendais pas à ce qu'il progresse aussi vite. Au-delà des espérances, parce que je trouve que la voiture dans les bras de Verstappen encore une fois a réussi à faire des choses de qualité. Donc vraiment saison que j'ai trouvée constante de la part de Red Bull, même si on a senti sur beaucoup de grands prix quand même que ils avaient du mal à aller chercher Ferrari, ils avaient du mal à chercher Mercedes. En même temps, il faut rappeler que Red Bull a beaucoup de moyens, certes, mais qui sont quand même moins importants que Ferrari et Mercedes en termes de budget. Vu que l'objectif à chaque fois pour Red Bull, c'est quand même de gagner un petit peu d'argent, c'est surtout de ne pas en perdre avec la Formule 1. Moteur, dont je l'ai dit, qui a progressé. Il a toujours des petits soucis de fiabilité. Alors c'est pas des grands soucis de fiabilité, c'est pas des moteurs qui pètent des bielles, par exemple. Mais par exemple le lag avec le moteur turbo, dont s'est plaint régulièrement Verstappen, par exemple à Spa, mais quasiment sur toute la saison il s'est plaint. Donc le lag c'est un temps de réponse important entre le moment d'appui sur l'accélérateur et le moment où le turbo se déclenche, ce qui est assez désagréable pour la conduite. Des problèmes aussi avec les systèmes de récupération d'énergie au freinage, par exemple à Abu Dhabi. Mais il y a eu des petits soucis comme ça, des petits soucis de fiabilité où des fois ils perdent une séance complète ou une heure de séance d'essai libre. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, si tu combines tous ces petits soucis qui ne sont pas des soucis, on va dire... grave, mais ça reste des soucis importants qui font perdre beaucoup de temps, qui font perdre du temps de roulage et au final tu te retrouves à avoir moins de kilomètres que les autres sur la saison, même si c'est pas catastrophique. Je crois qu'ils sont 5e ou 6e au niveau nombre de kilomètres fait en Grand Prix, mais je pense qu'en temps de roulage avec les essais, ils doivent être bien plus loin parce qu'ils ont souvent eu des petits soucis techniques. Après, le moteur est plus performant, ce qui permet, je pense, à Honda de rattraper son retard par rapport à Renault. Renault avait encore, je pense, un peu d'avance l'année dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, Renault n'a plus cette avance au niveau de la puissance pure, à part peut-être encore en mode qualification, où la Honda a peut-être encore un petit peu de retard, mais je trouve que du côté de Honda, on a beaucoup travaillé et on travaille toujours de manière intense pour rattraper son retard. Je rappelle qu'ils étaient arrivés avec 1 an de retard sur les autres et puis qu'ils ont eu pas mal d'errances avec McLaren. L'ambiance de travail également avec Red Bull a l'air d'être meilleure, même si Red Bull... n'hésite pas à critiquer, mais ça a toujours été le cas, c'était le cas avec Red Bull, mais j'ai l'impression que Red Bull est un peu plus sympathique qu'avec Renault et que Honda met quand même les bouchées doubles pour rattraper son retard qu'ils avaient accumulé quand ils étaient avec McLaren. Ils ont aussi, pas il avec un S. Max Verstappen a également converti ses moments forts, c'est-à-dire les grands prix où il était devant, les moments où ils ont décidé de charger un peu plus le moteur au niveau de la performance. Ils ont gagné ces grands prix-là où ils ont été performants. Malgré tout, dommage que la voiture déjà soit trop spécifique, c'est-à-dire que à la fois Pierre Gasly ou à la fois Alexander Albon n'ont pas réussi à se mêler à la lutte
avec Max Verstappen. Et puis surtout, dommage également qu'il y ait eu quand même certains Grands Prix où on les sentait, ils n'étaient pas capables d'aller chercher ni Ferrari ni Mercedes, que ça soit le deuxième pilote ou même Max Verstappen sur certains Grands Prix. Et l'année prochaine, il faudra être capable d'aller chercher, d'être beaucoup plus proche au final sur toute la saison de ces pilotes-là. Ils ont certains circuits où ils dominent. C'est le cas par exemple au Mexique, mais c'est le cas depuis de nombreuses années. Même à Abu Dhabi, ils ont toujours été plutôt performants à Abu Dhabi. Et puis ils ont des grands prix où ils sont en difficulté. Par exemple Monza, ils ne pouvaient pas aller chercher les pilotes devant. Très clairement, à Monza, ils étaient vraiment en difficulté. Monza Spa n'a pas été un moment facile pour eux. Donc c'est là-dessus où ils doivent travailler Red Bull. Une voiture moins spécifique pour avoir un vrai duo de pilotes qui puissent se battre pour aller chercher des points. Et puis également réussir à avoir moins de temps faible sur la saison. On passe tout de suite au duel en qualification. Là, je vais vous parler de Pierre Gasly d'Albon, parce qu'on va parler de l'équipe en général. Verstappen-Gasly 11-1, l'écart moyen est de 461 millièmes. Je n'ai pas pris Bakou, encore une fois, vu que Pierre Gasly était techniquement exclu des qualifications. Après un problème, je crois, c'était d'essence, mais il avait déjà été de toute façon disqualifié avant, même si je crois que ça aurait raccourci un petit peu l'écart si je prends le temps de Bakou. Entre Verstappen et Albon, 8-1, écart moyen sauf l'Italie, 1 seconde 262, avec, il faut le rappeler, un énorme écart en Russie qui... alors j'ai hésité de faire comme chez McLaren où je ne l'avais pas pris, mais là c'était pas 5 secondes, c'était plus de 2 secondes. Mais on s'aperçoit quand même qu'en 9 courses, l'écart entre Albon et Verstappen est plus important qu'entre Verstappen et Gasly. Sachant que dans le 8-1, on aurait pu mettre 7-2, mais au Japon, ils sont à égalité, mais Verstappen fait son chrono avant Albon, donc il est devant en qualification, il est 5e, et Albon est 6e, donc il l'a battu en qualification. Du côté des duels, pilote Verstappen-Gasly 11-1 et puis Verstappen-Albon 5-4. Mais il faut résumer, rappeler également que Verstappen avait beaucoup abandonné sur la deuxième partie de saison, surtout après l'été où il a eu une période un petit peu compliquée. On commence par Max Verstappen du côté des pilotes, 3e du championnat du monde avec 278 points. Une place de gagner et surtout 29 points par rapport à l'année dernière. 2 pôles, 3 victoires, 9 podiums et 19 top 10, 17 top 5. 2 abandons également cette saison pour lui. Bon début de saison de Verstappen. On a senti vraiment un autre état d'esprit. Il s'est un peu éloigné de son père, de Josh, qui pendant toute cette première partie de carrière était très présent et on avait senti l'année dernière qu'il avait besoin peut-être d'être un peu moins chouchouté par son père, surtout de devenir peut-être, on va dire, un homme, de devenir enfin mature et de s'émanciper un petit peu de la pression qu'avait son père qui était pilote de F1, coéquipier de Michael Schumacher par exemple, pendant une partie de la saison 94, qui a eu une carrière un petit peu en dents de scie. De toute façon, Jos Verstappen, sa carrière n'a jamais été ultra linéaire en Formule 1, et qui donc suivait énormément son fils. Il a décidé de prendre du recul, ce que fait par exemple Carlos Sainz avec son fils. Après les vacances, moi j'ai trouvé un Max Verstappen qui a eu un moment difficile, Sochi, Spa, Monza, voilà, par exemple à Spa où il abandonne au bout de 2 tours. On le retrouve un petit peu, au bout d'un tour même, dès le départ. Pardon, dès le premier virage, il a un contact. Donc j'ai trouvé que du côté de là de Verstappen, on retombait un petit peu dans ses travers. Il finit bien. Il a un vrai passage pas terrible après les vacances où voilà, il prend beaucoup trop de risques. Malgré tout, sur la saison globale, beaucoup plus constant, beaucoup plus intéressant, ça, il n'y a pas photo. Après, du côté de Verstappen, quand il domine, il est totalement abattable. C'était le cas par exemple au Mexique, mais sur d'autres circuits, au Mexique où voilà, s'il n'y a pas cette erreur de stratégie, il s'impose, mais il est rapide et moi je trouve que quand il domine, il est vraiment au-dessus du lot en termes de pilotage. Il a mangé ses équipiers, que ça soit Gasly ou Albon. Et puis c'est de toute façon une saison réussie, c'est pour ça que je mets 15 également pour Verstappen, qui a la même note que pour Bottas, parce que qui s'attendait à ce que Verstappen finisse devant un pilote Ferrari, mais surtout devant 2 pilotes Ferrari. Je crois que
C'était pas vraiment prévu ça, et donc voilà, il a vraiment réussi une très très grande saison. Alors après, il profite également des soucis qu'ont eu ces deux adversaires, Leclerc et Vettel, du côté d'un Grand Prix du Brésil qui leur fera perdre beaucoup de points. Et voilà, mais troisième du championnat du monde, c'est très intéressant pour lui, donc c'est pour ça que je lui mets 15 sur 20, qui est totalement justifié. On continue avec Alexander Albon pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. 8ème avec 92 points, je rappelle qu'il était débutant, 5 top 5, un abandon, meilleure qualification c'était 5ème et surtout 11 sur 20. Pourquoi 11 sur 20? Certains vont peut-être dire que je suis un peu sévère avec Albon ou que je suis un peu trop chauvin avec Pierre Gasly. Car Gasly, je crois, a 1 ou 2 points de plus que Albon, je ne sais plus. Mais c'est difficile à noter pour moi, Alexander Albon, parce que si on prend sa saison à Toro Rosso, chez Toro Rosso, c'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire face à Kiat, et vous le verrez plus tard. Dans une vidéo, il y aura Renault et ensuite Toro Rosso. Pour Red Bull, c'est pas bon, parce qu'il est totalement dominé par Verstappen, avec un écart plus important que l'écart avec Gasly, donc c'est même encore moins bien, et pourtant Gasly c'était déjà pas top. C'est un pilote intéressant qui a une carrière, encore une fois, qui est assez surprenante, parce que pilote qui n'a jamais fait partie d'une académie de jeunes pilotes, qui n'a jamais gagné de championnat, c'est-à-dire il est toujours placé mais jamais gagnant, mais une carrière vraiment atypique. Après, certains le voyaient comme futur crack en début de saison. Pas sûr. Moi, je me méfie de George Russell. Là aussi, c'est difficile à noter. J'en parlerai pour Williams. Mais je suis pas sûr que ce soit un futur crack. Enfin, sa première saison, même s'il est meilleur débutant au final, en termes de points, ne m'a pas forcément entièrement convaincu. J'attends de voir encore du côté d'Albon pour l'année prochaine. Et puis, je pense que c'est un pilote qui doit améliorer ses débuts de course, c'est-à-dire que c'est un pilote qui peut être bon en qualification, mais qui a des débuts de course souvent assez difficiles, où il perd des positions, où il n'a pas un très bon rythme. Ensuite, il se rattrape à mi-course, où il retrouve vraiment un bon rythme. En début de course, je trouve que ses débuts de course sont souvent assez moyens. Les enjeux 2020 pour cette équipe, et on finit là-dessus. Pour 2020, il va falloir faire une voiture 2020 aussi bonne en termes de châssis, mais moins pro Verstappen, moins spécifique à Verstappen, pour qu'au championnat constructeur, eh bien, du côté de chez Red Bull, on puisse se battre, que les deux pilotes puissent se battre à la régulière. Parce qu'un championnat constructeur ne se fait pas seul, c'est le principe, mais un championnat pilote ne se fait pas seul. Un pilote seul dans une équipe ne peut pas devenir champion du monde. Quand on regarde les derniers titres, Hamilton est champion du monde parce qu'il a Bottas. Rosberg, il est champion du monde parce qu'il y a Hamilton, et inversement. Vettel, il était champion du monde parce qu'il y avait Mark Webber. Et même, vous voyez, la dernière année, quand Mark Webber est vraiment pas bon en 2013, et Verstappen a un début de saison qui est moyen. Braun, pareil. Button, il est champion du monde parce qu'il y a Barrichello. Barrichello, il a aidé également Schumacher à être champion du monde. Fernando Alonso, il est champion du monde parce qu'il y a aussi Fisichella. Donc c'est pour moi, si vous êtes s'il n'y a pas deux pilotes performants dans l'équipe, vous pouvez pas être champion du monde, et donc il faudra faire ça en 2020. Et puis surtout, Honda doit améliorer encore la fiabilité et la puissance de cette voiture, parce qu'ils doivent encore rattraper du retard par rapport à Mercedes et Ferrari, surtout au niveau des petits de panne, encore une fois, le lag du turbo et ce genre de petits soucis qui peuvent engendrer des grandes difficultés en course. Et ben voilà, c'était le tour, le bilan de cette année chez Red Bull. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous êtes thaïlandais, que vous êtes fan de Albon, si vous êtes néerlandais, si vous appelez George Verstappen et que vous pensez que j'ai été trop méchant avec votre fils, eh ben, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.